Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir sur vos territoires. Alors vous voyez, je dis toutes et tous parce que le premier territoire c'est la langue. Et quand on oublie le E, quand il y a une forme de disparition, comme sur cette présentation, d'ailleurs vous remarquez, on a aussi une disparition, vous nous excuserez pour ça, mais si on remet en plus petit, vous verrez moins bien, donc ça va grignoter de temps en temps, mais je fais confiance à vos intelligences pour terminer les phrases ou compléter les photos qui seront un petit peu grignotées. Voilà, alors nous, Pascal et moi, avons cofondé Genre et Ville, qui est une plateforme de recherche et d'action. En deux mots, plateforme de recherche, pourquoi? Parce que ce sujet de la question des normes de genre et des normes du féminin et du masculin dans l'espace public était un sujet, jusqu'il y a très peu de temps, assez peu investi et assez peu documenté, même s'il y a eu des travaux depuis des années, mais c'était quand même pas un sujet qui était très... donc beaucoup de personnes s'étaient saisies, il nous a paru important de travailler de façon très large sur ce sujet. Donc, on a travaillé sur l'histoire, on a travaillé sur la lecture des documents, des institutions, pour essayer de comprendre ce qui se joue dans l'espace public, comment l'espace public a pu créer et crée encore de la discrimination, comment ça se joue, et ensuite, donc ça c'est la phase étude, et après sur le terrain, étude-action, comment à travers des actions on peut faire évoluer ces choses-là, soit en agissant très directement de façon participative sur le terrain avec une multitude d'actrices et d'acteurs, soit en intervenant de façon plus institutionnelle, et voire aussi en intervenant, c'est pas que voir d'ailleurs, en intervenant en prospective, en réalisant du benchmark, c'est-à-dire un travail d'études au sens large sur des pratiques qui peuvent nous permettre d'espérer l'égalité et de pouvoir introduire ces pratiques-là aussi sur le terrain. Donc on est vraiment cette plateforme de recherche et d'action, plateforme aussi parce que nous travaillons avec un ensemble de chercheuses et de chercheurs qui sont vraiment spécialisés sur ces questions, ou en tout cas qui sont spécialisés sur des terrains connexes à ces questions, ce qui fait qu'on peut avoir aussi bien des géographes du genre, des historiennes, des spécialistes des questions trans, des spécialistes des questions LGBT, des spécialistes de la littérature du 19e siècle qui nous renseignent énormément sur l'espace public. Donc tous ces sujets, on les ramène ensemble, et évidemment toutes les recherches qui ont été faites sur le genre au sens large, bien entendu. Donc aujourd'hui, comme on avait un public assez divers, on ne va pas rentrer de façon très spécifique sur le sujet, on pourrait couvrir, vous parler pendant plusieurs jours sur ces questions-là, le sujet est très vaste, il est transversal, il a mille et une manières d'être traité. On va essayer aujourd'hui de revenir juste à quelques fondamentaux pour placer le débat en fait. Alors la première chose c'est de revenir, je sais que vous avez travaillé ce matin sur l'égalité femmes-hommes, mais revenir sur la question des normes, parce que ça a un impact assez phénoménal sur la perception de chacune et de chacun dans l'espace public, de la place qui va être prise dans cet espace public. Alors on est revenu sur la définition que beaucoup d'entre vous connaissent, pour essayer de sortir de cette question du genre qui n'est pas une question essentialiste. On n'a pas certaines attitudes ou certains modes de fonctionnement parce qu'on est des femmes ou parce qu'on est des hommes, mais bien parce que c'est un univers construit. Et c'est bien à partir de là que nous, on va pouvoir analyser ce qui se joue dans l'espace public. C'est pas, je dis ça parce que on a beau le redire tout le temps, on a souvent des choses qui nous sont renvoyées sur « ah oui, mais ça, c'est plus pour les hommes » ou « ça, c'est normal, une femme est tellement plus douce » ou tellement plus douée pour la coordination et le social. Donc bon, on est bien là pour reposer ces bases-là et voir comment un système a été mis en place et qui fait une grande division entre les femmes et les hommes. Division qui aurait pu très bien se faire autrement d'ailleurs, c'est totalement arbitraire. On aurait pu dire qu'on divisait les gros et les petits, par exemple, les gros et les maigres, les grands et les petits, et ainsi de suite. C'est arbitraire parce que autant de personnes ici, on l'a vu tout à l'heure quand on parlait de la question des métiers, autant de personnes dans cette salle peuvent avoir aussi bien femmes que hommes, des intérêts différents, des dynamiques différentes, etc. Donc nous, ce que nous recherchons à travers nos travaux, c'est refaire place pour la complexité, pour la place pour chacune et chacun d'entre nous, avec toutes nos différences, avec aussi toutes nos similitudes, mais de façon qui va transgresser cet ordre qui a été posé et qui crée de la discrimination. Donc un système de catégorisation hiérarchisé, parce que c'est bien hiérarchisé entre les sexes, hommes-femmes, entre les valeurs et représentations qui leur sont associées, le masculin et le féminin.
Le genre se distingue donc du sexe, on n'est pas dans l'essentialisme, on n'est pas dans quelque chose qui serait inné, même s'il peut y avoir des éléments biologiques, mais qui représentent au final dans notre comportement assez peu de choses. Donc il va au-delà des attributs biologiques pour s'intéresser à la différence sociale. Donc je ne vais pas faire que dire de la définition, mais en gros, la norme crée donc deux groupes sociaux, le groupe social de sexe masculin, le groupe social de sexe féminin, et en plus avec une hiérarchie, et cette hiérarchie donne le sexisme. Donc on est bien sur ce socle, en fait. Alors, quelques petits éléments pour remontrer, je montre ces éléments-là qui sont généralistes, mais qui nous sont très utiles quand on réfléchit aux dynamiques qui se passent dans l'espace public. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette publicité, enfin c'est pas une publicité, c'est Body qui avait été fait pour Petit Bateau. Alors je crois que quand on sait que, ça c'est, pardon, ce sont des body pour des enfants de 3 mois, on sait qu'un enfant de 3 mois, si on le voit et qu'il a ses couches culottes, c'est très très difficile de savoir si c'est une fille ou un garçon. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Or, ici, très tôt, on voit bien que le genre s'installe dans nos vies avec un certain nombre de qualifiants. Alors déjà, le rose et le bleu. Alors notre collègue chercheuse Edith Maréjou, quand elle parle de ça, elle dit pourquoi pas, a priori, on peut peut-être déterminer qu'il y a 2 groupes sociaux, des roses, des bleus, des verts, des jaunes, pourquoi pas. Mais ce qu'il y a, c'est que... des fois. Voilà, ça permet, parce qu'à l'époque royale, les petits rois étaient habillés en rose. Voilà. Donc voilà, c'est juste une convention à notre époque. Le bleu étant la couleur de la Vierge, et le rouge étant la couleur du sang et de la puissance. Donc on a bien inversé les choses, et notamment grâce à Mattel et sa fameuse Barbie, dans les années 60, parce que jusque-là on était beaucoup plus en blanc finalement au XXe siècle. Bon, bref. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est non seulement le rose et le bleu, parce que pourquoi pas, si ça reste à égalité, ma foi, est-ce que c'est un rôle très important? Mais c'est les qualificatifs, les qualifiants qui vont avec. Ça veut dire que dès l'âge de 3 mois, ou avant et puis après, une petite fille, ça va être jolie, têtue, rigolote, coquette, amoureuse, mignonne. En fait, ce ne sont que des qualifiants sur sa personne. Hein. On remarque que c'est vraiment, on est sur une représentation où on est en train de définir une personne par ce qu'elle représente. Quant au garçon, il est courageux, fort, fier, robuste, vaillant, il est rusé. Parce que la fille, elle est rigolote, mais le garçon, il est rusé. C'est pas pareil, hein. Vous voyez déjà qu'on commence à introduire le truc. Il est habile, évidemment, hein, il s'en sort dans toute situation, il est déterminé, il est espiègle, parce que quand même, il faut qu'il prenne aussi, hein, on prend un peu le pouvoir. Et puis surtout, il est cool. Donc ça, c'est le maximum de la coolitude. Donc, on part là avec des représentations qui, quand on va arriver dans l'espace public, vont avoir un impact phénoménal, on s'en doute bien. Parce que le garçon espiègle, il va apprendre très tôt que la rue, c'est son territoire. La forêt, c'est son territoire. Grimper un arbre, c'est son territoire. Quant à la petite fille, elle apprend qu'il faut qu'elle fasse attention, elle apprend très tôt les limites. Et on peut prendre, puisqu'il y a quelqu'un d'éducation nationale ici, on peut prendre le cas de la cour d'école, où on voit qu'avec les terrains de foot qui sont au milieu d'une école, nous on a travaillé à Lyon notamment sur les cours d'école, mais on travaille sur d'autres territoires, les filles apprennent des limites, c'est-à-dire ne pas franchir, ou les garçons qui ne correspondent pas à la norme hégémonique masculine, c'est-à-dire de l'homme qui est fort, qui s'exprime, qui prend le pouvoir. Donc toute personne qui ne va pas rentrer dans ces codes-là va se retrouver exclue. Et à ce titre-là, cette image-là, elle est très intéressante aussi. Parce que qu'est-ce qu'on voit là? Est-ce qu'on voit... Voilà, on voit Iggy Pop, d'accord. Mais est-ce qu'on voit un homme en robe, habillé, un homme habillé en robe? Ou est-ce qu'on voit un homme déguisé en femme? Et c'est la question, et la question elle est vraiment là. Hein, c'est qu'un homme, parce que quelque part, même si ça a été enlevé de la législation il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui beaucoup de femmes parmi nous sont habillées en pantalon. Mais l'inverse est beaucoup plus compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on devient habillé en femme. Un homme devient habillé en femme. Et qu'est-ce que ça veut dire s'habiller en femme? Ça veut dire déchoir. Ça veut dire déchoir dans le groupe des dominés. Donc on n'est plus dominant, donc on n'est plus respectable. Donc c'est très intéressant quand Iggy Pop nous dit, enfin là on n'a pas la citation, mais il n'y a aucune honte à porter une robe parce que j'estime qu'il n'y a aucune honte à être une femme. Donc il a fait ce geste volontaire qui montre bien que là, une des complexités, c'est non seulement de faire en sorte que les filles et les femmes puissent occuper le territoire, mais c'est aussi que les normes qui pèsent sur les hommes et sur les garçons puissent aussi s'assouplir
parce qu'on voit que c'est une des choses les plus compliquées à gérer en termes d'idées reçues, de tabous, et on le voit dès la plus petite classe aussi, c'est-à-dire qu'un petit garçon qui va réclamer de jouer à une poupée, qui va réclamer d'avoir des vêtements roses, il va avoir des rappels à l'ordre, et même si les parents sont ok, il va avoir des rappels à l'ordre ailleurs, il va avoir des rappels à l'ordre à l'école, il va avoir les rappels à l'ordre des copains, et au final, il rentrera à la maison en disant mais maman, le survêtement rose, c'est juste pas possible, je veux pas le porter. Donc on voit bien que le poids sociétal est très fort, mais enfin bon, j'ai pas besoin de vous faire de cours là-dessus, je pense que vous en avez conscience. Donc nos objectifs à nous, ils sont bien de travailler sur la déconstruction des normes de genre, c'est-à-dire de bien réexpliciter qu'on est bien dans un univers normatif et que c'est seulement en travaillant sur ces outils-là qu'on va réussir à retrouver une forme de liberté en quelque sorte, hein. Et puis travailler aussi sur l'égalité et l'équité, c'est-à-dire une égale redistribution, un égal accès et une égale valeur. Alors ça, c'est un travail que fait Edith Marvejoul justement sur la question des égales redistribution, égal accès, égale valeur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si vous avez une offre sportive avec des clubs du foot, de l'escrime, de la natation, etc., eh bien nous on remarque que dans la grande majorité des villes, l'offre sportive pour les garçons, par exemple, c'est d'avoir environ 60 possibilités différentes, 60 sports différents. Pour les filles, ça va être entre 20, 25, parfois même moins. Ce qui veut dire que déjà, il n'y a pas égal accès, premier point. Donc ça veut dire que si je suis une fille, là, je ne vais pas avoir accès au même club. Égale valeur, ça veut dire que nous, on a fait des études, notamment à Aubervilliers ou ailleurs, on va avoir des villes qui sont très proactives pour avoir une offre sportive équilibrée entre les deux, mais on va se rendre compte que les clubs de filles sont moins bien financés. Ils vont avoir 25-30% d'argent en moins dans leur financement. Donc on n'a pas d'égale valeur. Donc on voit bien qu'il y a tout un travail, donc égale redistribution, c'est pareil, c'est de se dire, d'à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais pour faire en sorte que... Et là, c'est là où on arrive plus à la question d'équité. Et l'équité, c'est une vraie question. Égalité et équité n'est pas la même chose. Je vous donne un dernier exemple, et après on passe à l'espace public, mais c'est déjà un exemple qui nous emmène sur l'espace public. C'est que si on parle des toilettes publiques, par exemple, ou même des toilettes... Alors ici, c'est très bien, parce que d'ailleurs, on rentre et c'est femmes-hommes, c'est mélangé. Et donc, c'est libre service en quelque sorte. Hein. Première personne qui arrive, première personne sociale. Mais quand on va sur des toilettes, même si on vous dit qu'on a 3 toilettes hommes et 3 toilettes femmes, ce qui est déjà rarement le cas, parce que souvent il y a plus entre les Vespasiennes, etc., donc il y a plus d'espace, les pissotières, etc., plus d'espace pour les hommes, plus finalement de toilettes pour les hommes que pour les femmes. Mais même si on est à égalité, les femmes passent plus de temps dans les toilettes. Donc de fait, pour les femmes, il faut plus de toilettes que pour les hommes pour arriver à l'équité. Donc 3 toilettes chacun, c'est l'égalité, mais 5 toilettes pour 2, par exemple, c'est peut-être de l'équité. Vous voyez que le travail, il se fait là aussi, que c'est complexe, que l'égalité n'est pas toujours la règle absolue, et qu'il faut pouvoir sortir de ces choses-là. Donc en fait, tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est avoir cette agilité mentale, cette capacité à retravailler en permanence, de changer de perspective, de se décaler, pour pouvoir répondre efficacement à ces questions. Alors, tout ce que je viens de dire là, sur les bodies, on se dit qu'est-ce que ça produit dans l'espace public. Ça c'est intéressant. Alors, normalement c'est une vidéo, mais comme là je l'ai mis en PDF, du coup je ne peux pas vous montrer la vidéo, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. Je suis allée courir l'autre jour, mais des scènes comme ça on en voit tout le temps. Il y avait, c'est à la Villette à Paris, donc c'était un samedi matin, et donc il y avait une équipe de foot, de gens amateurs, hein, enfin, qui jouaient. Et je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant, il y a une fille qui joue dans le groupe, parce que c'est quand même pas fréquent, souvent on va avoir les groupes où il n'y a que des garçons. Je me suis dit, tiens, il y a une fille qui joue, et j'ai regardé la dynamique. Et en fait, la fille, elle est là. Et alors, bon, je n'ai pas le contexte, je ne sais pas si elle venait là pour la première fois, etc. Mais elle courait avec le groupe comme ça, puis elle courait dans le sens, puis quand la balle venait vers elle, elle était comme ça, puis elle osait un petit peu, puis elle la poussait, puis elle se remettait en retrait. C'était assez fabuleux de voir que finalement, elle n'osait pas prendre cet espace. Elle n'osait pas y aller. Alors qu'on voyait qu'il y avait sans doute d'autres garçons qui étaient sur place ou hommes qui n'étaient pas forcément des footballeurs professionnels, hein, mais qui par contre pourraient aller chercher la balle. Et là on sentait quand même une réticence à rentrer dans le groupe. Et ça c'est quelque chose qu'on observe nous à chaque fois qu'on parle même avec des jeunes filles, en leur disant mais vous pouvez jouer au foot, c'est pas interdit. Elle dit ouais mais quand il y a déjà un groupe d'hommes c'est pas évident d'y aller. Et puis une fois qu'on y va, ils nous passent pas forcément la balle, et puis du coup on n'ose pas, et puis bon, donc on est dans un cercle en fait qui ne...
assez pernicieux et vicieux. Voilà. Alors, partant de là, nous, alors, le travail qu'on mène sur le terrain se pratique à travers beaucoup d'observations. Et cette observation nous permet d'avoir de la statistique, et ce sont ces statistiques qui nous permettent de faire en sorte que ce qu'on vous présente, ce sont des faits, et ce ne sont pas une opinion. C'est pas « je pense que les hommes occupent l'espace public », non, c'est une réalité. Cette réalité-là, on l'observe parce qu'on passe du temps sur le terrain, on fait une véritable étude, et on mesure ce qui s'y joue. Et donc nous avons en quelque sorte réalisé que quand il s'agit d'occupation de l'espace, ce sont bien les hommes qui occupent l'espace public. Alors, on est reparti des définitions. Hein. Occuper, c'est remplir un certain espace, une surface, être dans un espace déterminé, s'emparer d'un lieu, d'un espace, par la force, sans autorisation, et s'y installer. Là, on voit en plus qu'il y a quelque chose de relativement guerrier dans le terme s'occuper, et même quand on cherche les synonymes, investir, conquérir, etc., on reste toujours dans un vocabulaire relativement guerrier, ce qui donne encore une fois, ce qui nous ramène aux normes. Hein. On a vu tout à l'heure sur le body, hein. Oser, les conquérants, il va, enfin bon, tous ces termes-là. Donc si ensuite on regarde qui occupe, occupation du mobilier urbain, quand on fait une observation assez attentive, les hommes occupent le mobilier urbain, occupent les bancs, occupent les bordures ici de métro, occupent un certain nombre de lieux que nous on qualifie comme lieux exclusifs d'usage, les skateparks, les terrains de boules. Ici, c'est fabuleux. Boule-Gergovia, on est au milieu de Clermont-Ferrand, près de la gare. Le seul endroit à peu près sympa où il y a des arbres, il est grillagé, il est interdit à tout le monde, sauf aux personnes qui viennent jouer au boules et qui ont la licence. Ce qui veut dire que si n'importe qui a envie de passer près de la gare, de s'arrêter, de se poser sur un banc, s'il n'a pas sa licence à la Boule-Gergovia, c'est cuit. Hein. Donc je trouve que, parce que tout autour c'est un réseau de routes, c'est intéressant de se poser ces questions-là. Et vous verrez que les terrains de boules, ils sont toujours à l'endroit sympa, hein, là où il y a les arbres, voilà. Donc, et alors on me dit oui, les femmes jouent au boules. On va apurer cette question tout de suite. Oui, il y a des femmes qui jouent à la pétanque. Ouais, d'accord, voilà, ça a pu m'arriver aussi. Mais quand on compte, encore une fois, quand on revient au comptage, et qu'on regarde terrain après terrain après terrain, non, c'est un espace qui est à 95% un sport ou une occupation masculine. Alors, skatepark, city-stade, c'est la même chose. Or, aujourd'hui, le grand truc, c'est que dès qu'on a un petit espace, une dent creuse et tout, on va faire un city-stade. En plus, on saura où sont les garçons, etc. Qu'est-ce que ça produit, un city-stade? Une no-go zone. Vous avez dans l'entrée toute une exposition sur le harcèlement. Une no-go zone, c'est quoi? C'est un endroit où les filles ne veulent pas aller. Et dans un city-stade, quand on n'a que des garçons qui sont là et qui jouent, dans une dynamique qui en plus, encore une fois, ramène quelque chose qui peut être perçu comme une forme de démonstration de force, eh bien, les filles ne vont pas oser y aller. Même chose avec les espaces. Alors, certains espaces fitness, bon, il y a de plus en plus aujourd'hui des espaces fitness. En espace fitness, on va voir que les femmes vont parfois occuper certains trucs de fitness, certaines machines, hein, les vélos et certaines... Mais dès qu'on revient sur les démonstrations de force, on est plutôt sur des choses masculines. Et là, il y a certains espaces fitness qui ne sont faits que sur des éléments de traction. Et là, on est à 100% d'hommes. Et on a eu une expérience très intéressante. On avait fait un exercice avec le ministère de Famille, Enfance, Droits des Femmes pour le 8 mars, à cet endroit-là. Quand on est arrivé, donc on était venu avec un groupe de boxeuses qui venaient d'une ville de Saint-Ouen, enfin des filles qui sont des vraies sportives, qui font en plus pas mal de fitness dans l'espace public. Et on est arrivé, ils étaient, donc tous les agrès étaient occupés par les hommes, et puis petit à petit on a commencé l'action, donc les filles ont commencé à rentrer sur les agrès, donc les hommes reculaient, et puis les filles avançaient. Alors au moment où les hommes reculaient, et ça c'était le truc extraordinaire, c'est que ils se mettaient en position d'apoplexie, hein, c'est-à-dire qu'ils faisaient des pompes 3 fois plus vite, mais ils étaient violets, et c'est pas une caricature, hein, c'était vrai, ils faisaient des pompes sur 2 doigts, des trucs que vous n'imaginez même pas, et donc c'était quand même assez fort, et dès qu'on quittait un agrès, c'était comme une vague, ça revenait comme ça, et dès qu'on est parti, c'était terminé. Donc là c'était bien, parce que le temps qu'on y était, on invitait des femmes qui passaient en disant « Venez, regardez, c'est pour vous aussi, vous pouvez, ce sont des équipements publics, dans l'espace public, à destination de tout le monde. Sauf que, allez-y quand vous êtes toute seule, vous mettre sur les agrès, ben,
c'est pas forcément évident. En plus, comme c'est grosses démonstrations de muscles, etc., qu'on arrive donc on voit bien que là, il y a toute une dynamique autour de qu'est-ce que ça veut dire de mettre des équipements sportifs, qu'est-ce qu'on projette à travers ça, qu'est-ce que ça renvoie. Je veux bien l'image. Oui, il y a les cafés aussi, évidemment. Alors la question des cafés. Alors, les cafés, je voudrais quand même mettre des petits guillemets sur la question des cafés, parce que souvent on dit les cafés dans les quartiers. Hein. Alors, oui, les cafés dans les quartiers sont souvent des lieux d'exclusivité masculins. Mais je voudrais qu'on ramène les choses à leur juste mesure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans les quartiers sensibles qu'il y a des questions de domination masculine. Hein. On a exactement les mêmes choses à l'Assemblée nationale. Sauf que ça se voit moins. Hein. Et dans les quartiers, les hommes et les garçons, ils n'ont pas beaucoup d'espace de sociabilité. Les espaces de sociabilité, c'est au café. Donc c'est là que ça se voit. Mais dans les quartiers riches ou dans les quartiers bourgeois, ça se voit moins parce que ça se passe sous les ordres de la République, mais c'est pas pour autant moins violent pour les femmes. Hein, on le sait très bien, d'ailleurs, les assistants parlementaires sont bien placés pour nous en parler. C'est même d'une violence assez extrême parce qu'en plus, on est dans le lieu du pouvoir. Mais par contre, ces mêmes politiques viendront nous dire que c'est dans les quartiers politiques de la ville qu'il faut intervenir, parce que c'est là quand même que les garçons savent pas se tenir. Hein. Donc cette question du sexisme, elle est bien structurelle, elle n'est pas territoriale, même si chaque territoire a ses particularités. Hein. Donc c'est bien ça, encore une fois, de ne pas partir sur des questions monolithiques, mais bien repenser à la façon dont chaque particularité, chaque contexte va créer des situations particulières qu'il faut adresser de façon particulière. Après, occupation d'espace urbain, c'est aussi comment cet espace se réduit. Aujourd'hui, à travers les résidentialisations notamment, il y a beaucoup d'espaces publics qui disparaissent. Et cet espace public-là permettait aussi une perméabilité, permettait du lien, permettait... Partout où on peut passer, que ce soit, on travaille en ce moment à Brive, on travaille à Florac, on travaille en région parisienne, quand on mène nos enquêtes et qu'on commence à aller voir les habitantes et les habitants, ils nous disent « Mais vous savez, il y a 20 ans, on se connaissait tous parce qu'en fait, on discutait, on faisait les barbecues ensemble, il y avait la ludothèque qui se passait sur le terrain. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça parce qu'on est tous retranchés chez nous. » Alors, à la fois, il y en a qui disent « C'est bien ce qu'on a entre nous. » Et puis, du coup, mais au final, c'est autant d'espace qui est grignoté. Donc là, je sais que les bailleurs sont concernés par ces questions-là, savoir est-ce qu'on doit résidentialiser ou pas. Mais c'est une vraie question. Tous ces empêchements, là, je montre les grilles. Nous, on a lancé un hashtag, vous savez, le truc sur Twitter, un hashtag devant qui s'appelle 50 nuances de grille, pour bien montrer à quel point... on rigole un peu, c'est ça. Et qui montre à quel point que, là encore, qu'on aille du palais de l'Élysée jusqu'à n'importe quel, aujourd'hui, quartier QPV politique de la ville, hein, on va retrouver ces empêchements qui sont quand même des prisons. Et avec quand même une logique qui est à questionner, qui est que, oui, alors on pourrait dire que ça protège, mais en fait ça protège rien, parce que nous, dans tous les quartiers où on passe, on travaille avec Villiers-Belle, Aubervilliers, première chose qui se passe, c'est que les serrures sont pétées, donc de toute façon, ça protège de rien. Et puis au final, ça crée quelque chose déjà, enfin, de la grille, parce que même si elle est sympa comme ici, au final, c'est quand même de la grille, hein, et la grille, pour moi, c'est la prison. Donc on n'est pas du tout dans du sentiment de sécurité, et ce qui nous ramène à la question des femmes, c'est qu'on nous dit toujours que l'espace public est dangereux pour les femmes. Nous, depuis le début, on lutte contre ça. L'espace public n'est pas plus dangereux pour les femmes que pour les hommes. On nous envoie des injonctions pour nous faire croire qu'il est dangereux. On nous apprend depuis toute petite qu'on ne doit pas prendre de risques. On nous apprend depuis toute petite qu'on a des limites. Et tout ça fait qu'on n'ose pas aller dans l'espace public. Et quand on crée des environnements comme ceux-là, qui sont des environnements de grille, eh bien c'est anxiogène. Et quand on a déjà appris à être anxieux dans l'espace public, anxieuse en l'occurrence, eh bien on va très mal vivre ces espaces-là. Je veux bien qu'on passe... La voiture? Ah ben la voiture, oui évidemment, pardon. Non, oui. La question de la voiture, pareil, c'est qu'est-ce qui prend préhension? On aime bien faire le parallèle entre la place occupée par les hommes dans l'espace public, qui est une place finalement de légitimité, et la place de la voiture, qui est aussi une place de légitimité. Enfin, quand je parle de légitimité, c'est que la structure urbaine, l'espace public est fait autour de la voiture. Tout est conçu pour ça, y compris les empêchements. Donc là, on a vu les empêchements pour rentrer dans les résidences, mais on voit les empêchements pour que les voitures n'aillent pas sur les trottoirs. Mais tout ça, ça a un coût. Et c'est pas rien.
Parce que tout ce coût de voirie qui est destiné uniquement à la voiture, soit à lui permettre de rouler, soit à l'empêcher d'eux, etc., c'est autant d'argent qui ne va pas à autre chose. Et parfois, je reviens à la question des toilettes. Nous, on dit souvent, la question des toilettes, elle est cruciale. Pour les femmes dans l'espace public, notamment, c'est quelque chose de crucial. Si vous voulez qu'elles puissent rester dans l'espace public, il faut qu'elles aient accès à des toilettes. Et on me dit, ah oui, mais vous ne vous rendez pas compte, les toilettes, ça coûte très cher. Je pense que si, beaucoup d'entre nous vont me dire ça. Ça coûte très cher, les toilettes. Oui, mais vous savez combien ça coûte, ces choses-là aussi, hein, les potelets, là. Parce que si c'est, enfin, je crois que sur Paris, c'est environ 150 € du potelet. Quand il y en a un tous les 1,50 m et qu'il y en a comme ça pendant des kilomètres en recto verso, ça coûte combien, ça? Donc tout l'argent, et ça on ne questionne pas, l'argent qui va vers la voirie à destination des voitures, on ne questionne pas. C'est normal, il faut que ça existe parce que sinon, voilà, il va y avoir des incivilités. Oui, mais quand on veut ensuite quelque chose qui soit une légitime réponse à un besoin, pour le coup, le besoin d'aller aux toilettes, eh bien on nous dit que ça coûte trop cher. Donc je pense qu'il y a une question de priorité et que la question de la priorité à destination des femmes est rarement traitée. Alors ça nous amène à la question de s'occuper, parce qu'on a parlé d'occuper. Hein, donc on a vu que les hommes occupent, qu'un certain nombre d'éléments occupent. Alors, s'occuper, c'est réflexif déjà. Hein. On revient vers l'intérieur. Alors curieusement, l'intérieur, on va nous ramener à la question des femmes. Okay. On nous ramène toujours à notre intérieur, à l'intérieur, à son chez-soi, à mon ménage, hein, tous ces petits mots qu'on connaît si bien. Donc c'est remplir d'une activité, absorber, hein, s'occuper. Faire travailler, employer quelqu'un à quelque chose. C'est s'occuper à faire quelque chose, c'est s'occuper de, consacrer son temps, hein, ses soins à quelqu'un ou à quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'on trouve quand on va dans l'espace public? Eh bien, on trouve que les femmes s'occupent. Si tu peux mettre donc, si on reprend les questions du mobilier urbain, eh bien, qu'est-ce que font? Parce que, en fait, les femmes occupent aussi le mobilier urbain, mais beaucoup moins que les hommes. C'est-à-dire que nous, quand on prend des photos, on prend d'un point A à un point B et on prend des photos, donc on va trouver qu'il va y avoir peut-être 20% du mobilier. Alors il y a différents contextes, hein, si on est près d'un parc, etc., où ça va s'inverser. Mais en règle générale, dans la rue, on est plutôt à une occupation de 80-90% par les hommes. Et quand on a les femmes, on ne les voit jamais dans la position très détendue, que nous on qualifie du ravi. Hein, c'est la position comme ça. Les bras sur le banc, voilà, la position du moment de détente. Les femmes, sur les bancs, elles lisent. Elles lisent ou elles mangent leur déjeuner. Elles s'occupent, elles parlent ensemble. On les voit rarement seules. Si elles sont seules, elles ont toujours quelque chose à faire. Elles vont être avec leur téléphone. Elles vont faire quelque chose. On les trouvera rarement détendues. Et il y a tout un truc intériorisé, c'est que soit elles ne s'autorisent pas, soit elles reçoivent des rappels à l'ordre. Ça nous ramène au harcèlement de rue. C'est je peux m'asseoir, etc. Je veux juste rajouter, vous pouvez aussi regarder l'attitude, c'est-à-dire que si on fait un inventaire, là, combien de femmes ont les jambes croisées, voilà. L'attitude typique aussi, on parlait du ravi, là c'est vraiment prégnant. Donc surprotection, ne pas prendre de place, ne pas offrir son sexe, hein, très littéralement. Alors que le manspreading, vous connaissez le manspreading, c'est cette position comme ça dans le métro et partout, dans le train, contre les camionnettes, qu'on appelle aussi le phénomène des couilles de cristal. Ben oui, on est en droit de s'interroger, savoir si c'est une telle fragilité qu'on ne peut pas... Donc il y avait occuper les bancs. Alors après s'occuper c'est-à-dire que quand c'est pareil, on va se mettre dans des endroits, nous, alors, on ne prend pas des photos pour... on fait là d'ailleurs, il y a un visage, désolé. J'ai décalé l'image. Il y a un visage qui se balade, d'habitude il est masqué. Donc on prend beaucoup de photos dans la rue, on se met à un endroit et on prend les photos, Et quand on répertorie, ce qui se passe, c'est qu'on trouve rarement les femmes sans occupation. Et les femmes, elles portent, elles poussent, elles tirent, non mais elles sont vraiment dans... Et alors, ou alors, carrément, là, on voit la photo du milieu où elles portent, elles poussent, elles ont fait les courses, elles sont là, c'est ce que j'appelle le combo. On est sur le truc maximum. Elles s'occupent d'eux, elles s'occupent des enfants, et puis à la fin, elles crisent un peu aussi, hein, parce qu'il arrive un moment où juste on n'en peut plus. Et puis après, s'occuper, et ça nous ramène bien au sujet aussi, c'est qu'en argot, s'occuper, c'est vivre de la prostitution. Et donc, ça nous ramène bien à l'histoire de la femme sur le banc, de la femme seule qui ne va pas rester debout, toute seule, juste à fumer sa cigarette, parce qu'on a tout intériorisé que rester dans cette position-là, comme ça, dans l'espace public, à un moment donné, en toute détente,
ça peut être synonyme de tiens, qu'est-ce qu'elle cherche celle-là en fait, hein. Parce que là aussi, on est toujours responsable de ce qui peut nous arriver en termes d'agression parce qu'on l'aura bien cherché. Donc on est bien sur cette question de la prostitution qui reste dans nos imaginaires aussi quelque chose qui serait indélicat et à laquelle on est systématiquement ramené quand on est une femme dans l'espace public. Voilà. Alors, il faut avancer, parce que je pense que le tourne un peu, hein, sur travailler sur les questions des enjeux de l'égalité dans l'espace. Hein. Alors, si tu peux nous amener sur... Alors, nous, on travaille, il y a deux aspects. Hein. Il y a le travail sur soi et il y a le travail sur l'espace. Le travail sur soi, on part du principe que ça va être très difficile de changer le groupe dominant. Par contre, on peut se changer soi. Et c'est le seul levier qu'on puisse avoir à peu près efficace, c'est de se renforcer nous-mêmes, de trouver à seul ou à plusieurs les capacités d'eux. Donc, c'est vraiment de l'empowerment, donc de la reprise de confiance en soi et de la capacité, de l'encapacitation. Il n'y a pas vraiment de terme français très facile pour traduire empowerment. La confiance en soi et la légitimité. Cette question de la légitimité, est-ce que je suis légitime dans l'espace public? On l'a bien vu à travers tous les exemples qu'on a montrés jusque-là. C'est pas si simple cette question de légitimité. Est-ce que le piéton est légitime par rapport à la voiture quand il traverse? C'est un rapport de force qui n'est pas évident pour trouver sa légitimité. Ben pareil, quand il y a une habitude installée, et l'homme n'a pas, que je rencontre, n'a pas forcément une vision de vouloir me dominer, mais il a pris des habitudes. Je vois très souvent, moi je marche dans la rue, j'ai décidé de ne plus... Parce que les femmes s'effacent en fait. Quand un homme arrive en face, les femmes s'effacent. Et vous remarquerez, vous ferez l'exercice, dans la majeure partie des cas, on remarquerait qu'entre femmes, vous vous effacez en fait. Et les hommes ont appris à aller au contact. Il y a tout un truc avec le sport, etc. Les hommes ont appris à aller au contact, les femmes ont appris à s'effacer. Moi, j'ai commencé à ne plus m'effacer. Et je me retrouve parfois face à des hommes qui attendent devant moi que je me déplace. Parce qu'ils s'arrêtent, donc du coup, je m'arrête. Et ils attendent que je me déplace. Ou alors, je continue à avancer, ils continuent à avancer, et on se cogne. Et là, j'ai « wow !» Parce que, voilà, parce que c'est pas pardon, excusez-moi, non, c'est « wow !» C'est-à-dire que j'ai tapé dans son épaule. Donc c'est assez intéressant. Alors, encore une fois, on va me dire oui, c'est des généralités. Non, c'est du chiffre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui ne s'effacent pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui disent pardon. Ça ne veut pas dire que... Mais la grande majorité, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est une question éducative et c'est une question de légitimité sur l'espace. Donc reprendre place, être légitime, c'est travailler sur un ensemble de choses. Donc, première chose, c'est rendre visibles les modèles. Alors là, on le sait, hein, les noms des rues, alors ça peut paraître anecdotique, mais le fait de retrouver des représentations, faire réapparaître les femmes disparues de l'histoire, etc. Donc, faut bien que tu m'as donc, tout le travail sur soi, donc valoriser les modèles, et pourtant, valoriser les modèles, c'est montrer que oui, quand on fait du graphe, il y a aussi des femmes qui sont graffeuses et qui font du super boulot, que Versailles, c'était les femmes qui sont allées attaquer, qui sont arrivées sur Versailles pendant la Révolution française, qu'on peut avoir des noms de rue, qu'on peut avoir des paysagistes ou des architectes qui sont représentés et que ce ne sont pas que des hommes qui sont dans ces métiers, etc. etc. Donc valoriser les modèles, c'est les mettre en lumière et à travers les dénominations des rues, à travers un travail. Il suffit de prendre n'importe quel magazine, prenez Libé tous les jours, vous feuilletez. Parfois on arrive à la page 20 avant d'avoir vu une photo de femme. Hein. Et encore c'est pour une pub. Donc je veux dire, c'est assez impressionnant. Donc, et ça, je vous dis Libé, mais vous prenez le Figaro, c'est pareil, vous prenez le Nouvel Obs, vous tournez les pages, Télérama, dire des trucs qui pourraient paraître... Télérama, vous regarderez Télérama, c'est impressionnant, c'est impressionnant. De temps en temps, je sais pas, Fabienne Pascoe, ça lui passe par la tête, parce qu'elle n'est pas très féministe en fait, quoi qu'elle dise. On lit des choses et tout d'un coup il y a un magazine où il y a une actu, il y a plus de femmes. Honnêtement, Télérama, vous regarderez, c'est pareil. Donc même les magazines culturels, vous allez trouver énormément de... Il faut faire l'exercice, il faut prendre plusieurs. Oui, je le fais systématiquement, voilà. Je trouve qu'il s'améliore. Oui, alors il s'améliore, c'est vrai. C'est peut-être sans doute mais il s'améliore le plus. Alors, reprendre l'espace public, c'est pouvoir flâner, c'est-à-dire flâner. On vous a mis un petit article, je pense que vous pourrez lire tranquillement sur le droit à la flânerie, mais c'est un véritable enjeu. La figure du flâneur, c'est la figure masculine du 19e siècle, qui est le commentateur de la vie en ville, qui peut prendre le temps de demander à toutes les femmes qui sont ici le temps de flâner, c'est quand on bosse, quand on s'occupe des enfants, etc. Donc il y a déjà pas le temps, et puis pas s'autoriser. Ne pas s'autoriser à ce moment-là. Donc c'est un ensemble, c'est une combinaison. Hein.
Et ça, c'est intéressant. Donc, laisser flâner son regard, prendre son temps. Donc, réapprendre à flâner, ça peut être aussi un travail qu'on fait parfois nous à plusieurs, mais c'est aussi un travail seul, le travail de la flânerie. Mais il ne faut pas être interrompu par « Eh, t'es bonne et tout, tu veux bien que… » C'est pas évident. Donc là, encore une fois, une question de place qui doit se poser. Je viens là-dessus, s'il te plaît. Après, investir. On s'est beaucoup posé la question sur ce verbe, parce que comme je le disais au début, investir, c'est quoi? Chercher des termes qui ne soient pas guerriers pour reprendre l'espace. Reprendre, investir, occuper, conquérir, bon, c'est prendre. Enfin, tout ça sont des termes qui sont quand même… Donc, il faut aussi qu'on puisse se les approprier. Donc, on avait repris là aussi, hein, prendre, investir, mettre solennellement, officiellement quelqu'un en possession de quelque chose. L'exemple qui était donné, notamment, c'était investir le président de la République, c'est d'actualité. Encercler une place, une position militaire dont on veut faire le siège. Donc on voit bien qu'investir, qui est un mot qui pourrait paraître relativement léger, entre guillemets, a aussi une dimension militaire. Et se répandre en un lieu au point de l'occuper ou de paraître l'occuper complètement. Donc on voit bien que investir, c'est ça. Donc nous, investir les lieux, ça veut dire savoir se les réapproprier, trouver le moment et collectivement créer les conditions pour pouvoir permettre aux personnes de se réapproprier ces lieux. Donc les parcs sont des lieux où ça peut se permettre. C'est aussi investir les murs à travers du graphe autrement qu'à travers des représentations sexuelles des femmes. Et là, plutôt, moi j'y vois plutôt un symbole de liberté, d'une femme qui occupe l'espace et ça fait du bien. Ou ici, la championne du monde de parcours, hein, de Yamakasi, ce sport urbain de sorte de gymnastique urbaine, ou alors là-haut sur des palettes des jeunes filles qui occupent l'espace, ou comme on peut le voir en bas, un travail via les artistes. Ici, il s'agit de Vali Expert, qui est une artiste très très connue dans les années 70 et qui a fait énormément de travaux très très provocateurs, très activistes sur la récupération d'espace public, sur la sexualité, sur la position des lesbiennes aussi, qui était vraiment très très fort. Donc là, elle se met comme mobilier urbain. Participer, parce que par la participation non marchande, on récupère, je le disais tout à l'heure, quand les gens disaient mais avant on se retrouvait ensemble, on faisait des choses, et là on avait des échanges, et là il y avait de la mixité. Donc participer, faire ensemble, ici on voit du troc, là-haut c'est un moment de danse, en bas c'est un travail en ce moment, on travaille sur la place du Panthéon, donc là c'est notre équipe, notre collectif qui travaille sur la place du Panthéon, et on peut avoir et des femmes et des hommes qui tiennent la perceuse et qui font du travail de bricolage et qui font ensemble. Et ces moments-là vont permettre, dès lors que vous avez quelque chose comme ça qui se passe, une femme qui passe à côté, elle se sent pas du tout menacée, voire peut-être même qu'elle s'arrête, peut-être même qu'elle a envie de participer. Alors que si c'est un groupe d'hommes qui, par exemple, tout seul, la femme ne s'arrêtera pas. Elle va se dire, ouais, il y a un groupe d'ouvriers, je vais me faire siffler, etc. Et elle va contourner. S'il y a un moment qui est mixte, elle va s'arrêter. De la même manière, si on a du troc, des choses comme ça, on voit que, quand il y a des vides-greniers, on a toute une autre dynamique qui se passe. Je viens là-dessus. Déjouer les stéréotypes, ça c'est intéressant aussi. Donc, savoir, alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est tout un sujet en soi, travailler sur les stéréotypes. Ici, c'est l'artiste graffeuse qui s'appelle Kashink. Et c'est intéressant parce qu'elle s'est fait donc une petite moustache. Mais j'intervenais avec elle un jour et elle disait aux autres, mais en fait, elle dit, c'est pas une moustache, c'est 2 traits. En fait, ça pourrait être des sourcils, je pourrais les avoir là. J'aurais pu les mettre là et personne n'aurait questionné. Mais comme je les ai mis là, du coup, ça pose question. Mais c'est vraiment intéressant, ça aussi. C'est quoi le travestissement? C'est quoi l'appartenance à un groupe? C'est quoi l'identification à un sexe? Vous voyez tout le travail qui se joue là. Et donc, j'aime bien montrer cette image de Kashink pour parler de déjouer les stéréotypes. Ah donc, on a un travail sur soi et puis un travail sur l'espace. On travaille sur l'espace. Égal accès, on en a parlé tout à l'heure, facilité d'accès, sentiment de sécurité. Et qu'est-ce qu'on va faire pour amener tous ces éléments-là? Alors, les budgets égalité, ça, je pense que si vous commencez à introduire dans vos villes les questions d'égalité intégrée et les budgets qu'on appelle sensibles au genre sont exactement ça. Et l'exemple le plus flagrant, c'est de se dire... quand j'étudie mon budget pour l'année et que je mets un investissement de 50 millions d'euros pour faire un stade de foot, à qui va cet argent? Et là, on va se rendre compte qu'en termes d'occupation, ça va être à 95%, si ce n'est 100% d'hommes ou de garçons. Et en termes de public, ce sera peut-être il y a quand même quelques femmes qui vont parfois regarder le foot, ce sera peut-être 70%, peut-être même 80%. Et j'ai presque fini.
Tout ce travail de budget est extrêmement important. Alors il ne s'agit pas, parce qu'on a mis 50 millions pour le foot, de mettre 50 millions pour un club de macramé, on est bien d'accord. La question c'est de savoir qu'est-ce que ça produit, et est-ce qu'on peut trouver de la polyvalence dans nos équipements, est-ce qu'on peut utiliser ces espaces autrement. Moi j'arrive de Brive, là il y a la plaine de jeu. Je vous assure, la plaine de jeu, elle est vide en permanence. Il y a 50 terrains de foot. 50 terrains de foot sur la plaine de jeu. La plaine de jeu, elle est immense. Vous voyez des poteaux. J'ai fait des photos, c'est surréaliste. On est allé. Il y a des poteaux blancs à perte de vue. Et à chaque fois que j'y vais, c'est vide. Alors peut-être que le dimanche, le jour où il y a les clubs, ça pose question. Parce que c'est sur ces espaces-là, il y a sans doute mille et autres choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas aussi jouer au foot. Mais peut-être qu'on a besoin de 3 terrains qui soient vraiment bien équipés pour que les clubs aient des endroits où jouer et qu'on puisse avoir des terrains où on met de la polyvalence. Après, on peut passer dans le budget à égalité. D'accord. Donc là, on l'a vu pour le foot. Après, travailler, on a dit tout à l'heure les résidentialisations. Perméabilité privée-publique. Des questions du frontage. Cette dimension qui va permettre un sentiment de sécurité, elle est très forte. Parce qu'on recrée de la communauté, on crée de la coveillance. Ici, on est à Amsterdam. Ces personnes-là étaient en train de boire leur café dehors. Je leur ai dit, est-ce que je peux prendre la photo? On a discuté. Ils m'ont dit, ben voilà, on s'installe dehors, on connaît tous nos voisins, on a mis en place des plans, parfois on déjeune ensemble. Donc, du coup, il y a une vie qui s'installe, presque comme dans un village, avec les défauts d'ailleurs de la coveillance du village. Parfois, on a envie d'être anonymat. Mais en même temps, quand on parle de sécurité, de sentiment de sécurité, si on a des enfants, on se sentira plus apte à se dire, mais ils sont partis jouer dans la rue, c'est pas grave, parce que je sais qu'il y a les voisins qui surveillent. On est bien dans cette logique-là. Et là, il s'agit bien de recréer entre l'espace public et l'espace privé des zones de perméabilité que certains d'entre vous, certaines d'entre vous connaissent sans doute à travers les travaux de Nicolas Soulier, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, où on voit que en recréant de l'activité sur ces espaces, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en journée et même le soir, quand on traverse ces espaces, on n'a pas de sentiment d'anxiété. Parce qu'il y a quelque chose de connu, il y a quelque chose d'habité. On n'est pas dans les choses froides. Parce que si vous ramenez au grille de tout à l'heure, si on travaille un espace qui est tout grillagé, on traverse dardard, on ne s'arrête pas. Hein, on traverse, on ne s'arrête pas, c'est bien le cas. Et pouvoir réoccuper l'espace public, c'est avoir le droit d'avancer, de s'arrêter et de pouvoir occuper. Donc là, pareil, en recréant ces espaces-là, on peut avoir des lieux aussi où les enfants vont retrouver de l'espace aussi, parce que la problématique des enfants est assez équivalente à la problématique des femmes. Les interdits, la peur d'eux, etc. Aujourd'hui, la surprotection, qui font que les enfants prennent peu de risques. Or, le risque, c'est le premier apprentissage de la vie. Si on maîtrise le risque, il nous arrive moins de choses que quand on ne le maîtrise pas, potentiellement, on est plus en danger. Donc c'est vraiment très intéressant de réarticuler ces choses-là. Travailler aussi sur proximité-interaction. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai parlé du Citystad tout à l'heure qui était une no-go zone. Ici, sur l'image de droite, le Citystad, il est derrière. On se trouve à... Les deux images sont au Danemark. Là. Le Citystad est derrière, et devant, il y a un espace à côté sur lequel on pique-nique, etc. Résultat, plus de no-go zone. À la limite, c'est pas gênant, même s'il y a que des garçons qui jouent. Mais il y a une question de perméabilité, et à partir de ce moment-là, peut-être même qu'à un moment donné, il y a des groupes mixtes qui iront jouer, peut-être même que les filles iront jouer, parce qu'on n'est pas dans une zone d'exclusivité masculine. Pareil ici sur cet espace-là, qui peut être d'ailleurs pour le coup suréquipé, c'est qu'il y a un grand endroit qui s'appelle Superkillen à Copenhague, mais qui intègre toutes sortes d'activités différentes, du sport, de la mobilité douce, des bancs, toutes sortes de bancs différents qui en plus ont intégré les modes de vie de toutes les populations qui vivent autour, qui ont été concertées, qui ont participé à la mise en place de ce lieu et qui du coup ont chacun, parfois même, ont amené une petite morceau de leur sol et qui ont été enfermés dedans un peu symboliquement. Donc il y a un véritable travail qui a été fait de concertation, d'utilisation, de transformation pour créer un lieu qui soit occupé différemment. Alors, quand les photos étaient prises au mois de février, donc il n'y avait pas beaucoup de monde dehors au Danemark, mais le reste du temps c'est quand même assez occupé quand même. Et puis une multiplicité des usages, donc on l'a vu, créer du frottement, créer des lieux qui puissent être utilisés différemment, pouvoir permettre de récupérer l'usage dans l'espace public, oser faire des choses. On le voit maintenant, je pense que vous en avez par ici aussi, des petites bibliothèques en public, sont autant de lieux. Là c'était à Mulhouse, le temps qu'on est resté de la journée, on a vu plein de gens, toutes générations qui venaient échanger des livres. Je trouve qu'il y a vraiment des dynamiques intéressantes de refertilisation de l'espace. Évidemment, question des ambiances aussi, les lumières, bon, on y est de plus en plus, mais c'est intéressant parce que souvent quand on parle de peur dans l'espace public et on dit il faut régler la question des angoisses des femmes dans l'espace public, il faut éclairer.
Pour moi, ça ne veut rien dire éclairer. Par contre, savoir gérer les ambiances, travailler les lumières, ça change tout. Et là, c'est pareil, c'est à Mulhouse, sur la partie gauche. Très intéressant de savoir que là, il était, je sais pas, 11h du soir, et qu'il y avait des femmes assises dehors, en train de fumer leurs cigarettes, et qu'on ne prenait pas pour des prostituées. Et avec toute une petite ambiance qui était créée. Pareil sur la page de droite en haut, à Strasbourg, sur la place Austerlitz, avec des reliefs faits au sol et des créations comme ça d'ambiance qui vont permettre des choses. En bas à droite, c'est à Copenhague, où ils ont mis des miroirs sur les maisons, et ça crée aussi des ambiances et des choses différentes. Mobilité intermodalité aussi, hein, donc là tout un travail à faire, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est encore une fois un sujet en soi, mais permettre différents types de mobilité, permettre aussi, je monte, je descends quand je veux, ça c'est à Mulhouse, on l'a vu aussi à Nantes, les expériences qui ont été faites à Nantes, hein, d'arrêt à la demande quand on prend le bus, c'est terminé. Et puis dernière chose, la signalétique, et je terminerai là-dessus. Alors celle-là, je l'adore, parce que voilà, ça n'a jamais été une robe, en fait. Et c'était juste super woman. Et ça, qu'on voit encore partout, hein, parking du Leclerc, voilà, c'est maman quand même des enfants faire les courses. Hein, et puis, à Vienne, donc, qui travaille depuis 25 ans maintenant sur la question de l'égalité dans l'espace public et en ville. Il y a tout un travail qui est fait sur la signalétique, on peut voir. Alors, c'est toujours difficile, hein, là aussi. Est-ce qu'on représente une femme? Est-ce qu'il faut mettre une robe? Si on ne la met pas, elle ressemble à un personnage neutre. Si on a un personnage neutre, on l'assimile au masculin. C'est pas encore si facile, mais il faut qu'on arrive à débrouiller tout ça. On est dedans. Voilà. Et donc, voilà. Si prendre le genre en compte, c'était décaler notre façon de penser l'espace public au bénéfice de toutes et tous. Je vous remercie. Merci.